Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout fonctionne. Bienvenue dans la conférence Comment mener des conversations philosophiques avec sa classe, organisée par les éditions Nathan et Léa.fr à l'occasion de la journée de la philosophie, la journée mondiale de la philosophie. Nous avons le plaisir d'accueillir Patricia Strauss, Yann Marchand et Jean-Paul Mongin. Bonsoir. Je vous propose de commencer. Bonjour, bonsoir tous les trois. Nous vous accueillons ici en tant qu'auteur de l'ouvrage Cogito, cet atelier pour philosophie en cours de français. Ouvrage que les participants peuvent d'ailleurs tenter de gagner sur Léa.fr en indiquant leur citation à caractère philosophique préférée. Merci de votre disponibilité tous trois. Je vous propose de vous présenter et d'indiquer vos fonctions. Patricia, je vous écoute. Patricia, le son ne marche plus. Bonjour. Oui, alors moi je suis professeure certifiée, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne maintenant. Pendant 10 ans, j'ai enseigné à la fois les lettres modernes et la philosophie. Et depuis 5 ans, je me suis spécialisée plus justement dans la diffusion philosophique, en continuant à aller dans les classes, faire des ateliers de philosophie, mais aussi en formant des élèves en Master 2 de philosophie à l'Université de Nice et aussi des enseignants à la pratique d'ateliers de philosophie. Et donc je suis ravie de pouvoir vous donner des astuces pour pouvoir vivre ça dans vos classes. Merci Patricia. Yann, est-ce qu'on peut vous écouter aussi? Ouais, bonjour, je m'appelle Yann Marchand, je suis docteur en philosophie. J'étais enseignant, maintenant je suis chercheur indépendant et travaille auprès des enfants et du grand public en général et dans le social, le médico-social et l'éthique médicale principalement. Super, merci. Jean-Paul, on vous écoute. Bien, bonsoir à tous, donc Jean-Paul Mongin. Alors, moi j'ai créé il y a une douzaine d'années maintenant une maison d'édition qui s'appelle Les Petits Platons, qui propose aux enfants de leur raconter à travers des albums illustrés l'histoire des grands philosophes, depuis les Socratiques jusqu'aux philosophes contemporains. Voilà, une collection qui est traduite dans une vingtaine de langues, et donc je passe pas mal de temps à animer des ateliers de philosophie avec tout type de public, mais beaucoup avec des enfants autour de cette collection, à la fois en France et à l'étranger, et à former des enseignants, là aussi en France et à l'étranger, de pratiques philosophiques avec les enfants. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Alors, on va échanger ce soir en 3 temps. Donc, je peux vous présenter le sommaire de la conférence. On va commencer sur le pourquoi, mener des conversations philosophiques dans sa classe, notamment en travaillant sur la convergence avec les programmes officiels. Ensuite, nous pourrons voir votre proposition pour pratiquer des ateliers philosophiques en classe, notamment par la méthode des chemins. Et nous terminerons ensuite sur des conseils très, très concrets pour les enseignants et pour les personnes qui souhaitent animer des ateliers philo dans leur classe, mais aussi de manière un peu plus large. Chers participants, vous pouvez pendant toute la durée de la conférence utiliser l'onglet questions pour envoyer vos questions. Nous y répondrons en fin de conférence. Yann, Jean-Paul, pardon, je vous propose de commencer. Très bien, merci. Eh bien, alors, effectivement, on va parler de ces pratiques philosophiques avec les enfants, avec les élèves spécifiquement, qui sont perçues en France au moins, mais c'est le cas dans de nombreux pays du monde, comme très novatrices à juste titre. Et pourtant, la philosophie, avec les plus jeunes, répond à une injonction très ancienne. Si on veut commencer dès le commencement, on peut se rappeler que dans le Ménon, Socrate s'entretient avec un jeune esclave qui a peut-être 10 ou 12 ans, et que c'est du dialogue avec ce très jeune homme que va sortir la théorie de la reconnaissance, de la connaissance comme reconnaissance de Platon. Donc, dès les dialogues platoniciens, il y a une mise en cause en fait, d'entretien entre des philosophes aguerris et des jeunes personnes. On trouve aussi cette invitation à la philosophie avec les enfants chez Épicure, je pense à la lettre à Ménécée, chez Diderot, qui pourrait être notre motto, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Voilà. Et donc, il y a une tradition très ancienne qui invite à échanger avec les enfants. Pour autant, il faut bien considérer que, effectivement, d'un point de vue pédagogique,
il y a eu une vraie inflexion qui s'est passée à la fin des années 60 et dans les années 70, qui est généralement attribuée à la réflexion pédagogique d'un pédagogue américain qui s'appelle Matthew Lippmann, et aussi à une pédagogue qui s'appelle Anne Sharp. Lippmann et Sharp avaient constaté chez leurs étudiants, ils étaient tous les deux professeurs à l'université, des failles dans les capacités logiques, dans un certain nombre de raisonnements. Et ils se sont demandé comment est-ce qu'ils pourraient faire que les enfants structurent davantage leur fonction cognitive dans cette dimension logique. Et du coup, ils ont imaginé que des mises en scène de situations permettant de faire un débat philosophique permettraient de développer des pratiques argumentatives avec les enfants qui seraient de nature justement à les structurer sur ces dimensions du raisonnement logique. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été faites outre-Atlantique, mais pour l'Europe et pour la France, c'est véritablement à partir des années 90 qu'il y a eu une véritable sortie de la philosophie du monde académique. Enfin, pour ma part, moi j'avais 15 ans en 1995, j'étais en seconde quand est sorti Le Monde de Sophie de Jocelyn Garder, qui a été une véritable déflagration éditoriale. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un excellent livre de philosophie, mais en tout cas c'est un excellent livre pour inviter des adolescents à la philosophie. Et puis il y a eu parallèlement toute une mode qui s'est développée. On a commencé à parler beaucoup des cafés philo et qui visait donc à revenir sur cette sorte de confiscation que l'université avait opérée sur la philosophie, puisque la philosophie du temps de nos chers Grecs était dans la rue, eh bien il fallait la remettre dans la rue, et c'est véritablement voilà, il y a un quart de siècle que ça a commencé à advenir chez nous. À partir des années 2000, il y a eu véritablement une explosion de ces pratiques, tant au niveau éditorial, on peut penser par exemple à la célèbre collection des goûters philo qui ont été lancés au tout début des années 2000, que au titre d'expérimentation pédagogique au sein de l'institution, souvent menée par des professeurs assez avant-gardistes. Et puis, il y a eu un début de reconnaissance institutionnelle qui a commencé avec l'introduction de la proposition de discussion à visée philosophique dans les enseignements moraux et civiques. Il y a eu un certain nombre de formations qui ont été mises en place, on en évoquera certaines, qui proposaient de former justement des futurs enseignants aux pratiques philosophiques. Il y a récemment, je crois en 2016, une chaire UNESCO dédiée à l'enseignement de la philosophie aux enfants qui a été créée. Et donc, il commence à y avoir une véritable reconnaissance, un écosystème qui se structure en France. Pour autant, on peut dire que la philosophie avec les élèves ou la philosophie à l'école, avant la fameuse classe terminale, reste une pratique assez pionnière dans la mesure où il n'y a pas véritablement de formation, de discipline philosophique qui est comme telle intégrée au programme scolaire, et il n'y a pas même dans tous les ISP, dans les centres de formation des enseignants, des cours de philosophie qui sont dispensés, ce qui pourrait pourtant avoir un double intérêt au titre disciplinaire, parce que la philosophie, évidemment, serait susceptible de les intéresser, et puis aussi pour les accompagner dans leur pratique, dans la façon dont ils envisagent les finalités de l'éducation qu'ils vont dispenser et dans leur rapport avec leur propre discipline, la discipline dont ils sont spécialistes originairement. Peut-être passer sur le slide suivant pour dire que voilà, sans faire le relevé de tout ce qui dans les programmes, le socle commun, les attendus de fin de cycle, les objectifs d'apprentissage peut consonner avec des pratiques philosophiques. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, et je pense la chose la plus importante de ce point de vue-là, c'est que quand on fait de la philosophie avec ses élèves, et quand on le fait bien, eh ben, en fait, on est au carrefour d'un très grand nombre de savoirs et de compétences essentielles que l'école et ensuite le collège cherchent à transmettre aux enfants. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie avec des élèves? Eh ben, on enrichit leur vocabulaire, on travaille sur la langue, on leur apprend à prendre la parole en public, on leur apprend à argumenter. D'un point de vue comportemental, on leur apprend à médiatiser des différences et des désaccords par la parole plutôt qu'en se tapant dessus, ce qui peut être quelque chose qu'on estime tout à fait positif. On travaille évidemment, et c'était le point de Lippmann à l'origine,
sur l'élaboration de leurs capacités logiques. On fait des liens avec l'histoire des idées et donc avec l'histoire. On fait évidemment des liens avec les sciences. Dès qu'on s'interroge sur le monde et sur l'univers, on peut aussi faire des liens avec l'art plastique. Enfin, les possibilités sont illimitées, mais en l'occurrence, la philosophie avec les élèves doit, je pense que ça c'est mon véritable, le cœur de mon message, ça ne doit pas être considéré comme une activité périphérique intéressante qu'on va ajouter à des programmes bien chargés, mais c'est une façon parfaitement adéquate de travailler un certain nombre d'items essentiels des programmes. On peut continuer peut-être sur le slide suivant. Voilà, alors, là c'est un exemple qui montre, par exemple, comment est-ce qu'on peut relier une classe, enfin, le détail d'un programme qui est le programme de français en classe de 6e, de 5e, de 4e et de 3e, avec un certain nombre d'ateliers de philosophie. Quand on s'intéresse évidemment à la question du monstre, et ben, du coup, ça se prête tout à fait à un questionnement philosophique sur ce qu'est l'humanité. Quand on s'intéresse à la question de la fiction, ben, on peut se demander pourquoi est-ce que toute ma vie ne serait pas un rêve. Quand on s'intéresse à la question de la société, on peut tout à fait poser la question de la justice sociale et avoir un début de réflexion qui amène les élèves à se projeter dans ce qu'est l'espace dans ce qu'est l'espace politique. Et donc, du coup, en fait, quasiment toutes les clés d'entrée d'un programme comme celui de français permettent un traitement philosophique. C'est d'ailleurs ce qu'on peut dire de la philosophie, c'est que c'est ce discours pour lequel, comme dans le cochon, tout est bon. On peut faire de la philosophie à partir de tout, à partir d'une feuille d'arbre qu'on trouve par terre en se demandant pourquoi est-ce qu'il n'y a pas deux feuilles identiques dans l'univers, à partir d'un petit minon qu'on n'arrive même pas à nommer, on se demande qu'est-ce que c'est que l'innommable. Alors on peut faire de la philosophie, évidemment, avec les programmes qui sont proposés dans toutes les disciplines. Et voilà. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on fait de la philosophie avec les élèves, on prépare une rencontre. Nous, c'est tout le propos de notre entreprise éditoriale au Petit Plateau, c'est d'être en quelque sorte le marchepied vers la découverte des œuvres et la découverte des auteurs, vers cette expérience philosophique absolument extraordinaire que quand je me mets à discuter avec Hannah Arendt, avec Descartes, avec Platon, eh ben, en fait, je fais de la philosophie et je me questionne de la même façon qu'il y a 50, il y a 500 ou il y a 2500 ans. Donc, on fait l'expérience de discuter par-delà les siècles avec ceux qui sont nos véritables contemporains. La philosophie, c'est ce discours qui n'a quasiment pas changé depuis sa fondation platonicienne, depuis les premiers dialogues, alors que tout a changé, toutes les sciences ont changé, la façon dont on vit le théâtre, la liturgie, la démocratie, tout cela a changé. Et maintenant, la philosophie, ça nous permet de faire cette expérience incroyable, de nous arracher à l'immédiateté, au présent, à tout ce qui peut nous solliciter pour nous projeter dans le temps long et pour découvrir qu'il y a très longtemps, il y a des hommes et des femmes qui se sont posés les mêmes questions que nous aujourd'hui et qui peuvent nous aider à penser, à unifier leur expérience du monde. Et donc, de la même façon qu'on prépare cette découverte, eh ben, on prépare en faisant de la philosophie avec ses élèves eh ben, la découverte qu'ils feront de la philosophie en classe terminale. En classe terminale, alors, il y a un côté qui est très beau dans cette dimension de rite initiatique, de passer par la classe de philosophie avant d'aller dans l'enseignement supérieur. Mais ça peut avoir aussi un côté très traumatisant. Et puis, c'est ordonné à l'objectif du baccalauréat. Donc, bien souvent, il y a une approche utilitaire de la philosophie. On veut retenir les 3 citations qu'il va falloir ressortir si le thème du travail tombe au bac. Mais en fait, faire de la philosophie, c'est quand même pas que ça. Faire de la philosophie, c'est justement avoir le loisir de rentrer dans une discussion. C'est ce que dit Socrate à ses interlocuteurs quand il leur demande sous un olivier de lui rapporter un discours qui a été tenu lors d'un banquet 30 ans plus tôt. Ces interlocuteurs répondent après tout, Socrate, nous en avons bien le loisir, notre temps n'est pas aliéné. Et le temps de la discussion philosophique, c'est l'expérience d'un temps non aliéné. Et il est possible que parfois en terminale, on perde un peu ça de vue. C'est l'occasion, quand on fait de la philosophie avec ses élèves dans des classes où ça n'est pas soumis à une évaluation, de refaire l'expérience de ce temps non aliéné. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour toutes ces précisions.
Donc, là, le lien que vous voyez là avec le programme de philosophie terminale est en fait le plan de l'ouvrage qui a été construit selon les différentes perspectives. Et sur la droite, vous aurez la liste des ateliers philo qui a été proposée dans votre ouvrage Cogito. Pour présenter la démarche de cet ouvrage Cogito, je vous propose, Yann, de nous expliquer votre méthode des chemins. Oui, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Au début, on avait un nom un peu plus ronflant, hein, c'était la méthode des matrices. Mais bon, c'est sûrement plus sympathique, la méthode des chemins, et peut-être plus parlant. Peut-être, avant de définir clairement ce que c'est, juste rappeler, ou enfin, vous dire, parce que vous ne savez pas encore, que c'est le résultat d'une longue expérimentation. Il m'a été demandé de vérifier un ensemble de choses auprès des enfants, notamment les objectifs de la philosophie avec les enfants. Est-ce que ça leur apporte concrètement? Autre chose m'avait été demandé, c'était de transmettre cette possibilité de faire des conversations philosophiques à des personnes qui ne sont pas spécialisées en philosophie. Et pour ce faire, j'ai accompagné une vingtaine de classes de la grande section jusqu'à l'entrée en 6e. Après, au collège, c'était plus compliqué parce que les classes se sont dispersées. Mais toujours est-il que des centaines d'enfants ont été vus tous les ans de la grande section jusqu'à leur collège, plusieurs fois par an. Et ensuite, prendre information auprès des enseignants de l'INSPE de Brest, de tous ceux qui voulaient bien contribuer à cette recherche, et de dire, bon, concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte aux petits et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que des non-spécialistes puissent s'y mettre. Donc, je vous dis juste les résultats de cette expérimentation, pas les résultats, les interprétations de cette expérimentation. La première chose, c'est l'expression d'un besoin de la part des enseignants. Déjà, le premier besoin, c'est le besoin de faire de la philosophie, mais comment faire? Et ils évoquaient toujours 4 obstacles. Hein, c'est ce qui revenait le plus souvent sur tous les entretiens que j'ai pu mener. Le premier obstacle, c'est la légitimité. Suis-je légitime à philosopher avec des enfants alors que je n'ai pas de master, de doctorat ou de certification en philosophie? La deuxième chose qui était posée, c'est l'obstacle des relances. C'est-à-dire que dans les activités orales, souvent, on sent que la conversation peut tourner en rond, s'essouffler, ou tout du moins qu'elle ne progresse pas. La troisième chose qui était évoquée par les enseignants, c'était cette impression, parfois, quand on lance une conversation, et là, pour le coup, des conversations conceptuelles, eh bien, que tout ceci part dans tous les sens, que cela digresse, parce qu'il n'y a pas véritablement d'axe clair. Autrement dit, il y avait une demande sur comment faire quelque chose de cadré et de synthétique. Et la quatrième chose qui était évoquée par les enseignants, ça peut paraître mineur comme obstacle, mais en fait, il est important, c'est le temps de préparation pour ce genre de conversation. Ça peut demander un temps véritablement important pour quelque chose qui dure 35, 40 minutes et qu'on ne fait pas 200 fois dans sa carrière. Donc, le calcul avec le bénéfice, parfois, fait hésiter. Et pourtant, en dépit de ces 4 obstacles, les enseignants avaient véritablement à cœur de s'emparer de ces activités philosophiques et de le faire eux-mêmes, hein, pas avec mon intermédiaire ou mon aide, parce qu'ils y voyaient des objectifs assez clairs. Et c'est ça qui est assez chouette dans cette expérimentation. C'est parce que même s'ils ne sont pas spécialistes, ce qui montre bien toute leur légitimité, ils ont parfaitement saisi quels étaient le sens de cette activité philosophique. Alors, ils ont pratiquement tous dit que la philosophie est très loin des objectifs, on va dire, académiques qui sont souvent proposés. C'est-à-dire que la philosophie ne rend pas plus ceci ou cela, elle ne rend pas plus heureux, plus démocratique ou plus équilibré. Je pourrais vous donner 2-3 noms de philosophes qui sont loin d'être comme ça. Simplement, la philosophie est l'occasion d'un plaisir. Et c'est ce que rappelait Jean-Paul, essentiellement. Alors, il repérait dans ses objectifs que tout d'abord, la philosophie est l'occasion de se décentrer au maximum. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux élèves ce qu'ils en pensent, mais on leur demande véritablement de penser, ce qui est assez différent. Pour vous donner un exemple de sensation que peut avoir un élève, je me souviens d'un enfant qui disait « C'est marrant, quand je philosophe, j'ai l'impression que c'est moi et pas moi ». Bon, il a tout compris, il y a une sorte de dédoublement qui s'opère, c'est-à-dire qu'il contribue à répondre à une question posée. Par contre, ce qu'il est, lui, intimement,
n'est pas un outil, on va dire, nécessaire à la contribution philosophique. Donc, véritablement, on peut passer dans des lèvres, on va dire, autocentrés, à un décentrement maximum. L'important, c'est la question, c'est l'objet, le phénomène à analyser, et non pas celui qui parle. Alors, imaginez tout ce que ça recèle, tout ce que ça recouvre hein, comme aspect. Le deuxième objectif qui a été souvent évoqué par les enseignants, c'est la gratuité de la démarche. C'est ce que rappelait Jean-Paul. Souvent, les disciplines ont une visée utilitaire. Ça sert à ceci, ça sert à cela, ça sert à avoir un diplôme, de l'argent, un métier, ça sert à faire des navettes, des voitures, enfin bref, de la bouillie en boîte, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça sert à quelque chose. Eh bien, la philosophie semble être à elle-même sa propre finalité. Je donne un exemple que proposait déjà Aristote avec la marche, un marcher. On ne marche pas parce que cela fait plaisir. En fait, cela fait plaisir parce que l'on marche. C'est-à-dire, c'est parce que vous marchez pleinement, entièrement. Ce n'est que de la marche. Et le but, c'est la marche. Eh bien, c'est parce que le but est dans la marche que ça fait plaisir. C'est une conséquence, tout simplement. La troisième chose que proposaient comme objectif les enseignants, c'est, on voit bien que les élèves se mettent dans une dynamique de recherche. Alors, ça m'interrogeait un petit peu parce que je leur demandais, mais vous faites ça aussi en classe, de la recherche avec vos élèves. Et ils disaient, ouais, mais quand même, en philosophie, ça devient systématique. C'est pas tellement un savoir, c'est plutôt une relation au savoir. C'est-à-dire que véritablement, les questions qui sont posées en philosophie, eh bien, n'ont pas pour précédent des réponses. C'est-à-dire que quand on pose une question en philosophie, ça ne suppose pas la réponse. Autrement dit, il faut transmettre parfois des savoirs positifs. Hein, ça j'en conviens parfaitement. La philosophie ne procède pas ainsi. On pose véritablement les questions auxquelles on n'a pas la réponse. C'est une recherche authentique. La dimension sur laquelle insistent vraiment les enseignants, c'est le fait que la philosophie soit une activité de langage. Alors, je me souviens d'un élève de 6e qui disait « c'est dur les mots ». Tout est là. C'est-à-dire qu'il y a une véritable possibilité de faire coïncider pendant un temps la parole, la pensée et le réel pour sortir d'un langage où il y a assez peu de coïncidence finalement entre les représentations de l'élève et le réel, un langage appauvri qui n'exprime que l'imaginaire du locuteur. Un locuteur qui va énoncer quelque chose en pensant que c'est véritablement une nouveauté, mais en fait, il le sait déjà, et tout le monde le sait déjà. La philosophie, c'est véritablement sortir de là. Ces 4 objectifs qui ont été repérés par les enseignants sont une belle description de ce qu'est la philosophie. C'est une activité qui peut sembler paradoxale, parce que c'est une activité, pour reprendre une idée de Clément Rosset, dans laquelle il faut avoir la volonté de trouver une volonté inébranlable. Et en même temps, il faut qu'on mette tout en place pour que le risque de découvrir soit nul. C'est-à-dire qu'on aboutit en philosophie et ensuite on recommence. C'est inlassablement, c'est un travail opiniâtre et ce n'est pas le rythme imposé par des philosophes un petit peu lunaires comme ça, hein. C'est simplement le rythme imposé par la liaison entre le réel et le langage. Donc voilà où nous menait notre expérimentation et se poser la question, bon, comment transmettre tout ça facilement ou aisément à des non-spécialistes. Et donc, avec les 2 copains, on a cogité sur la méthode des chemins. Alors, en quoi ça consiste très concrètement? La méthode des chemins, ça commence par un thème, par exemple l'amitié. Hein, un thème qui traverse toutes les époques et qui anime tous les esprits de l'humanité depuis toujours. Et ce thème, on va essayer de le faire débuter par une mise en situation qui permettrait une question inaugurale. Je donne juste un petit exemple. Par exemple, sur l'amitié, vous prenez une boîte, hop, je trouve le sens, vous prenez une boîte comme celle-ci, c'est ma boîte préférée. Cette boîte, vous demandez à vos élèves, vous dites, cette boîte m'a été confiée par un ami. Simplement, cet ami viendra la récupérer ce soir, mais il ne veut pas que je l'ouvre en attendant. Alors, quelle question inaugurale poser à partir de là? Ça m'embête. Que faire de cette boîte? Et vous auriez fait quoi de cette boîte? Et avec une question inaugurale précise, avec une situation qui est assez claire, eh bien, vous allez avoir des élèves qui vont tout en même temps,
eh bien, proposer un ensemble d'hypothèses. Et si vous êtes à l'écoute des hypothèses qui sont proposées, vous allez observer qu'il y a une récurrence et il y a des chemins, des grands axes qui vont se dessiner. Ces axes, vous les repérez parce qu'il y aura de la répétition au bout d'un moment. Une fois que vous avez repéré ces axes, eh bien, vous dites, ah bah, si je vous ai bien compris, je synthétise, il y a un bloc 1, bloc 2, bloc 3, peut-être bloc 4. Pour l'exemple de la petite boîte, ce qu'on a repéré chez les élèves de manière récurrente, c'est qu'il y a 3 axes. Il y a un axe, bah, j'ouvre la boîte. Il y a un autre axe, c'est bah, faut pas ouvrir. Et le dernier axe, c'est bah, t'ouvres, mais tu ne dis pas. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un cadrage très clair de votre conversation. Elle ne peut pas partir dans tous les sens. Donc, disons aux élèves, vous êtes sympa, moi je vous demande qu'est-ce que je dois faire et au lieu d'avoir une réponse, vous m'en proposez 3. Donc, comment je fais avec ça, quoi? Eh bien, pour le savoir, il va falloir analyser chacune ou chacun des chemins. Et dans chaque chemin, en fait, il y a des sentiers qu'on va pouvoir visiter. Mais c'est pas d'autres chemins, tout ça est relié sur le chemin principal. Donc, on y va, on s'y perd. Mais on peut toujours revenir sur ce chemin-là. Par exemple, les élèves qui ont dit bah, « moi, j'ouvrirai la boîte ». Pourquoi on ouvrirait cette boîte-là? Eh bien, parce qu'on est curieux. C'est un thème qui revient assez souvent. Et souvent, ces sentiers sont les réponses les plus fréquemment proposées par les élèves. Et on demande mais alors, pourquoi est-ce qu'on veut savoir? Et oui, déjà, c'est une question philosophique. Pourquoi voulez-vous savoir? Pourquoi préfère-t-on savoir que de ne pas savoir? Bah, parce qu'on est curieux. Mais qu'est-ce que c'est que la curiosité? Bah, la curiosité, c'est l'envie de savoir quand on ne sait pas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester… Enfin bref, on continue comme ça avec un système de relance. Mais si la curiosité est l'occasion du savoir, il faut absolument ouvrir la boîte. Et vous aurez un élève qui dira toujours « ouais, mais il y a 2 curiosités en fait. Il y a une curiosité légitime et scientifique, et une curiosité qui est un petit peu malsaine, qui n'est pas adaptée finalement quand on met son nez dans les affaires des autres. » Premier chemin, il se ferme. Passons au deuxième chemin. Alors, mais vaudrait-il ne pas ouvrir? Et vous voyez qu'il y a encore des sentiers qui vont se faire. Bah oui, il ne faut pas ouvrir parce que c'est un ami, c'est ce que tu as dit dans ta consigne inaugurale. Et donc cet ami, s'il sait que tu as ouvert la boîte, il ne te fera plus jamais confiance, il ne te confiera plus rien. Est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance? C'est quoi la confiance? Comment ça se structure cette relation? Est-ce que amitié, confiance, c'est synonyme? Et quand vos amis trahissent votre confiance, est-ce que vous perdez leur amitié en même temps? Ça pose un problème de fond, une tension. Et d'où la solution des petits malins. Ils disent, bah, tu ouvres et tu dis pas. On appelle ça mentir. Et on leur demande, du coup, dans le troisième chemin, comment vous définissez le mensonge? Comment est-ce qu'on fait pour imaginer ce qui pourra tromper l'autre? Ça lui fait quoi? Ça fait quoi de le faire vivre dans un monde dans lequel il n'existe pas? Et si oui, vous ne découvrez pas? Bon, les enfants, souvent, ils se disent qu'on se fait avoir d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est la version des piqûres. Et même si on ne se fait pas avoir, on a toujours peur de se faire avoir. Et même si on ne se fait pas prendre, que le mensonge est parfait, vous savez que vous avez menti. Et vous allez devoir vivre toute votre vie avec un menteur. Et vous voyez comment se met en place cette situation? Vous avez 3 chemins. Vous avez des sentiers qui sont des pistes analytiques qu'on traite avec les élèves, avec des systèmes de relance. Après chaque chemin, on synthétise. On passe au chemin numéro 2. On traite toutes les pistes, tous les arguments, les grands arguments. Ensuite, on synthétise. On passe au 3e bloc. On fait un bilan global de la séance et ensuite, il faut trouver une résolution quand même. C'est-à-dire qu'il faut proposer quelque chose de cohérent, d'élégant, de synthétique qui réponde véritablement à la question posée. Alors, c'est pour ça que cette carte mentale permet de répondre ou de lever les obstacles pensés par les enseignants. C'est-à-dire que les relances et les synthèses, en tout cas, elles sont proposées dans les fiches ou dans les matrices ou les chemins qui sont dans le manuel. Et il y a une dernière dimension, peut-être sur l'autre slide, c'est la question de la légitimité hein, qui est réelle. Bon, déjà, vous avez toute légitimité à faire de la philosophie avec vos élèves. Vous n'êtes pas né hier et vous avez des connaissances. La philosophie, ce n'est pas une spécialité, c'est une relation au savoir. Vous avez peut-être cette relation au savoir. L'esprit synthétique, en tant qu'enseignant, vous l'avez. La capacité de trouver la relance juste au moment où les élèves sont disposés à « vous savez faire ça », les mettre en recherche, vous savez faire ça. Alors, qu'est-ce qui manque juste? Bah, déjà, peut-être ce temps de préparation. Donc,
je vous propose ça pour vous aider. Et si véritablement vous avez envie de gagner en finesse philosophique, eh bien, pour tous les chemins et pour tous les sentiers, on vous propose un corpus de textes philosophiques qui ne sont pas sortis de notre tête comme ça, on n'a pas fait ça au hasard. Ce sont des textes qui répondent aux idées qui sont le plus fréquemment défendues par les élèves. Si vous vous accordez du temps à lire ces textes philosophiques, vous allez voir que le langage ou que la pensée va gagner en précision et que vous allez vous-même trouver des systèmes de relance qui vous sont propres et qui sont beaucoup plus fins. En tout cas, légitime, vous le serez tout autant que n'importe quel philosophe. Bon. Merci beaucoup, Yann, pour toutes ces précisions. Je me permets de repréciser que suite à l'expérimentation que vous avez faite au fur et à mesure de votre démarche, on a aussi testé et fait évoluer la méthode des chemins via une expérimentation sur lea.fr avec une cohorte d'enseignants qui était volontaire pour tester dans les classes. Et on a vraiment pu adapter au mieux pour faire pour partir de la matière très riche que vous avez, Jean-Paul, Patricia et Yann, pour animer vos ateliers philo et pour les rendre accessibles à des enseignants. On a travaillé ces ouvrages, ces thématiques par rapport au programme de français de collège, mais la méthode que vous proposez est vraiment une méthode qui est accessible pour tous les enseignants du primaire et du secondaire. Et c'est vraiment une méthode tout à fait spécifique que l'on vous propose là. Alors pour la suite, nous avons une partie conseil pratique qui a été proposée par notre chère Patricia. Je laisse la parole. Oui, donc moi je vais aborder plutôt la dimension effectivement conseil pratique. Et alors tout d'abord, ça c'est assez simple, c'est ce que n'est pas un atelier de philosophie. C'est vrai que se rappeler, dire tiens, pourquoi je veux animer des ateliers de philosophie dans mes classes et qu'est-ce que je veux éviter de faire aussi. Et donc rappeler que effectivement un atelier de philosophie, ça passe être un simple débat. On va passer d'une idée à une autre sans justifier, sans argumenter. Donc, on devine de là que le plaisir de l'atelier de philosophie, c'est ce plaisir justement à donner une réponse et devoir la justifier, argumenter, donner des raisons. Se dire aussi, tiens, pourquoi je pense ça, ou même demander à un élève de justifier pourquoi tel enfant a dit ça. Tiens, quelqu'un a dit ça, tu es d'accord avec lui? Parce que toi, tu peux donner des raisons. Ou est-ce que tu penses la même chose, mais pour d'autres raisons, etc. Donc, ce plaisir aussi d'un moment de réfléchir ce pourquoi on pense telle ou telle chose. C'est pas un lieu pour raconter sa vie. Alors ça, c'est en tant qu'enseignant que ça va être l'obstacle le plus délicat au départ, c'est d'éviter au moment où vous abordez un sujet que tel ou tel enfant se disperse et puis raconte que sa grand-mère et sa maman et son tonton et son chien. Et voilà, donc c'est aussi un exercice intéressant de parfois partir quand même de leurs anecdotes, mais de voir que c'est important de pouvoir les dépasser, de ne pas rester juste à ce récit-là. C'est pas une façon alors d'occuper le temps sans préparation ni progression. Nous on le dit aussi parce que souvent on est mal à l'aise quand on anime un atelier de philosophie, que finalement on peut se sentir complètement débordé parce que justement on n'a pas un peu anticipé quelles pouvaient être les réponses et donc on peut être tellement surpris par les réponses des enfants que c'est agréable aussi de se sentir à l'aise parce que on a un peu préparé en amont. Le prétexte pour un enseignement moral. Donc ça, c'est juste aussi parce qu'on a tendance parfois à vouloir utiliser la philosophie pour glisser ou défendre telle ou telle idée et que c'est dommage de lui faire perdre son enjeu premier qui est vraiment des questions honnêtes qu'on se pose et on essaye d'y répondre par une conversation constructive menée tous ensemble, mais qu'elle ne soit pas détournée de l'ambition première et que ça devienne un cours de morale. Un cours de philosophie aussi, un atelier de philosophie, ça rassure justement tous les enseignants. Ce n'est pas un cours magistral, c'est le plaisir justement de savoir ce que pensent vos élèves et de les aider à mieux construire leur réflexion, mieux réfléchir et prendre goût à ça. Et donc les objectifs, donc il y a ce plaisir d'apprendre à réfléchir seul et en groupe. Et ça, c'est intéressant aussi de se demander comment, quand on anime un atelier de philosophie, faire pour que, même si c'est une discussion de groupe, et j'essaie de vous donner des conseils dans ce sens-là, on arrive à faire que chacun des enfants, à son rythme aussi, arrive à s'emparer de la réflexion qu'on mène ensemble et puis avoir le temps de réfléchir aussi seul à chacune des idées.
améliorer sa maîtrise de la langue pour clarifier cette idée. Et alors, c'est pour ça qu'effectivement, ça va vous servir beaucoup en lettres, mais aussi pour des enseignants qui seraient dans le primaire. Effectivement, on se rend compte que pourquoi c'est beau? Ah, parce que c'est beau. Et là, on voit que les mots nous manquent. Et donc, cette expérimentation de se dire, il y a quelque chose que je veux dire et je n'arrive pas à bien à le dire. Et donc, ça redéveloppe aussi cet amour de la langue et puis des distinctions conceptuelles, voir que les synonymes ont chacun un sens particulier et qui ne sont pas équivalents. On va le voir dans des exemples juste après. Apprendre à prendre la parole. Et ça, c'est évident que maintenant, c'est un objectif que les enseignants se donnent beaucoup en se disant, tiens, ne pas faire travailler que l'écrit, mais comment aider les élèves à avoir confiance en eux, oser dire oser dire ce qu'ils pensent et oser prendre la parole devant la classe. Donc ça, c'est agréable aussi de pouvoir le faire sous un biais qui ne sollicite pas leur mémoire, mais vraiment leur réflexion. Apprendre à médiatiser des désaccords et des conflits par la parole. Donc, ce qui est vrai qu'un atelier de philosophie, il est riche aussi parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, par la philosophie, de se rendre compte que c'est pas embêtant de ne pas être d'accord, c'est intéressant parce que ça va justement nous permettre de nourrir la réflexion, de l'approfondir. Apprendre à mobiliser un certain nombre d'éléments de l'histoire culturelle. Ça, c'est plus pour le plaisir de se dire, oui, aussi, notre réflexion, elle s'enrichit du dialogue de chacun avec chacun, mais aussi de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a lu. Et c'est pour ça que le fait que vous soyez enseignant en lettres, nous, dans le livre, on n'a pas pu intégrer tous les textes de littérature qui pourraient servir et alimenter aussi et nourrir les débats, mais c'est fascinant aussi comment tout en fait, peut permettre d'illustrer une pensée, de la développer, etc. Donc voilà, ce plaisir aussi que la philosophie soit un pont vers toutes les matières. Et on en reparlera au moment où on abordera les supports possibles, les inducteurs. Sortir de l'immédiateté des préjugés pour aller à la rencontre de questions que les hommes se posent depuis toujours. Donc c'est vrai qu'un vrai plaisir en philosophie aussi, c'est sortir du préjugé. Fameux moment où on se dit quelque chose, on a jugé trop vite, on a préjugé, et se rendre compte que beaucoup de conflits et beaucoup de désaccords, se lèvent le moment où finalement on essaye de un peu plus préciser sa pensée. Et donc ce plaisir d'aider chacun à sortir du préjugé, c'est aussi un des objectifs des ateliers de philosophie. Et puis, on a mis en dernier point, voilà, aller chercher dans des textes philosophiques des éléments d'approfondissement, mais on pourrait plutôt dire de façon générale, se rendre compte du plaisir de confronter sa pensée à celle des autres, et que ce soit sous la forme d'un dialogue, mais comme vous êtes pour la majorité enseignants aussi, c'est se dire, mais c'est aussi à travers les livres, l'histoire, la littérature que vous pouvez enseigner, les langues, et se dire que se confronter à la pensée des autres, c'est celle à travers le dialogue avec ses camarades de classe, mais aussi dans tous les livres et toutes les matières que vous enseignez vous aussi. Donc les prochains slides seront moins complets parce que justement je n'aime pas qu'on se contente de lire l'écran, et donc je vais vous obliger à réfléchir un peu. Non, pour l'utilisation du tableau, vous savez à quel point c'est stratégique le tableau et la disposition et comment on peut l'utiliser. Alors évidemment on peut mener des ateliers de philosophie en n'écrivant jamais et en faisant juste que ce soit une conversation qui se déroule en demi-groupe ou en classe entière, ou voilà. Mais parfois on aime bien utiliser le tableau aussi, et pour plusieurs raisons ça peut être utile, mais c'est vraiment complètement libre. Ce qu'on aime bien là justement dans le fait d'avoir écrit ce livre à 3, c'était de montrer qu'il y a 1000 façons d'animer des ateliers de philosophie, et que comme voilà, si vous avez choisi le métier d'enseignant, il y a aussi pour le plaisir d'avoir une sorte de liberté pédagogique. On a essayé de faire un guide qui justement respecte cette liberté pédagogique, avec chacun son charisme et sa façon d'aimer mener. Le son a sauté. Voilà. Je ne sais pas à quel moment vous me direz si c'est cohérent avec le. Moi, j'aime beaucoup utiliser le tableau, par exemple, quand on est en train d'aborder un chemin et puis qu'un enfant un peu distrait va peut-être donner une idée que je ne pourrais pas aborder tout de suite. J'aime bien lui montrer, regarde, là, il y a un coin du tableau où l'idée que tu dis là, elle est intéressante, mais il faut qu'on prenne le temps de la détailler. Donc, je vais l'écrire ici. Et puis, on va y revenir après. Et puis, si on n'y va pas, vous pourrez me rappeler, le mot est marqué là. Mais comme ça valorise aussi les réponses des élèves en disant, voilà, je ne peux pas tout de suite la prendre en compte. Parfois même, ça va être une question qui sort complètement du champ du sujet actuel, mais dire, bah oui, tiens, c'est vrai, ça soulève aussi cette question-là qui est importante. Je la note ici, peut-être que ça pourra être l'objet d'un autre atelier de philosophie. Mais cette idée aussi de valoriser la parole de l'élève en montrant qu'on peut l'écrire au tableau. Alors, quand je marque aussi le tableau, ça peut permettre d'organiser la réflexion. Comme Yann a très bien expliqué la méthode des chemins, pour vous donner un autre exemple d'atelier, là c'était sur l'amitié, ça permettait d'aborder le thème du mensonge. On imagine un atelier qui soit sur le bonheur, par exemple,
très facilement, on sera amené avec les élèves, finalement, avec toutes leurs réponses, à peut-être vouloir différencier ce que serait le plaisir, ce que serait la joie et ce que serait la sérénité, par exemple. Et donc, on peut très bien imaginer à un moment faire un tour de table de la classe en me disant bah tiens, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de choses qui vous rendent heureux? Et on aura des réponses aussi vastes et variées que le fait d'avoir des frites à la cantine, que de gagner un match, parfois même, ils disent avoir une bonne note, ce qui nous réjouit, mais ça peut être aussi regarder un beau paysage, caresser son chien, ou aller à un anniversaire. Et donc moi, ce que parfois je dis, c'est que je vais, au cours de ce tour de table, je vais noter les réponses des élèves au tableau, mais dans différentes parties. Par exemple, dès qu'ils me donneront quelque chose qui est en lien avec le plaisir, bah, je vais plutôt noter la réponse liée au plaisir complètement à gauche, par exemple. Tout ce qui sera lié à la joie, je vais le noter au milieu. Et tout ce qui sera lié à la sérénité, je vais le noter complètement à droite. Et puis après, quand ils verront tous ces exemples-là et qu'on regardera, je dis « Ah, mais est-ce que j'ai écrit au hasard au tableau? Ah non, peut-être pas. » Et donc, on pourrait imaginer, est-ce qu'il n'y a pas un point commun avec tous ces mots-là que vous avez écrits ici, entre justement le fait de gagner un match de foot, d'avoir une bonne note, d'être fier d'avoir réussi telle ou telle chose. Et puis, ils disent « Ah si, on éprouve de la joie. » Et en fait, eux-mêmes, ils vont réussir à faire cet exercice philosophique qui est de passer de l'exemple au concept. Et là, comme ça, après, on va se dire « Bah oui, mais alors qu'est-ce que c'est que la joie ?» Et voilà, donc moi, il y a beaucoup de classes où vraiment, suivant ce schéma-là, ils arrivaient à identifier, à voir, bah tiens, tous ces exemples-là, ça désigne plutôt quelque chose qui est une sensation de plaisir, cet autre de la joie, et l'autre, au lieu de sérénité, ils vont peut-être dire la paix, la tranquillité. Voilà, donc écrire les réponses au tableau, ça permet parfois de les aider à justement faire eux-mêmes les synthèses en voyant les points communs entre les différentes réponses qu'ils ont données. Donc voilà, quand je dis pour élaborer ensemble des synthèses. Et je sais que pour certains élèves, effectivement, bah, on sait voilà, qu'il y a différents types de mémoire et que c'est intéressant de pouvoir jouer sur tous les types de mémoire. Et donc, par exemple, pour la mémoire visuelle, je sais que moi, j'aime beaucoup faire des moments où on a l'impression d'avoir avancé, d'avoir trouvé une idée qui était intéressante, la fixer par des dessins. Donc, c'est très amusant parce que pour le plaisir, la joie et la sérénité, par exemple, je leur demandais eux-mêmes comment ils dessineraient finalement ça pour mémoriser un peu ces trois mots là, je vous fais évidemment pas l'atelier, les différences qu'ils ont trouvées entre les trois concepts, mais à la fin, ça fait qu'ils vont dire ah bah tiens, le plaisir, c'est vrai, c'était court, c'était bref, et ben sur la ligne de temps, je dessine une petite croix. Il y en a d'autres qui vont dire ah, je suis tellement content que je vais dessiner un petit smiley qui rigole. Alors très bien. Il y en a pour la joie, ils vont dire ah la joie, c'est vrai que comme voilà, je me suis dépassée, il y en a qui vont dire c'est une flèche qui dépasse la ligne du temps. Il y en a qui vont dire ah mais c'est Superman quand j'ai réussi quelque chose, quand j'ai de la joie, quand je suis fière de moi, je suis Superman. Il y en a qui vont dire ah bah c'est comme une étoile parce que ça rayonne. Et ben c'est vrai que la joie ça se partage, c'est une émotion qui est communicative, etc. Donc je vais faire une étoile jaune. Et puis pour la sérénité, il y en a qui disent la sérénité, on est bien, c'est une ligne droite, ça dure, etc. Et puis il y en a qui ont dit ah moi je vais faire un petit hamac, et puis ils dessinent un petit hamac, etc. Et donc ils s'approprient eux-mêmes comme ça les concepts, ils les relient à des images, et puis même à des couleurs aussi parfois, parce que ça peut jouer. Donc c'est vrai que c'est intéressant le support du tableau aussi parfois pour pouvoir dessiner et fixer les idées. Quand on a l'impression qu'il y a des étapes qui sont marquantes et qui sont intéressantes. Et donc, c'est pour ça voilà, que je disais aussi, le tableau, il peut aider à mémoriser et à valoriser aussi voilà, des idées intéressantes. Et on dit, bah, tiens, ça, on va le noter, c'est intéressant. Alors, slide suivante, c'était plus pour dire, là, c'est intéressant, dans le livre Coquito, on a essayé de donner beaucoup de trames d'ateliers, liées justement à tous les ateliers qu'on a pu animer et voir un peu les types de réponses qui revenaient. Mais c'est très riche aussi de pouvoir les enrichir de son expérience personnelle quand on est enseignant, plaisir d'avoir une trame et de se l'approprier. Et c'est intéressant de voir qu'on pourrait très bien faire plein d'ateliers sans inducteur et sans support, c'est tout à fait possible. C'est pas une obligation, mais parfois, surtout quand on débute, ça peut être des béquilles qui aident ou même on peut être très à l'aise avec certains supports et ateliers et aimer les utiliser. Et en fait, on a une variété de supports et d'inducteurs possibles qu'on sous-estime. Alors, voilà, donc je donne un exemple, et vous voyez par bloc, je les ai mis par catégorie. On peut très bien commencer un atelier par une citation, un proverbe, une expression, donc juste une petite phrase qui interroge. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ah, voilà, on se dit, bah tiens, mais ça c'est vrai, mais pourtant quand vous aimez bien une musique, vous en parlez bien à votre ami, vous avez envie de lui faire aimer aussi ce que vous aimez bien, même s'il lui l'aime pas, vous lui expliquez. Ah oui, donc peut-être que ça fonctionne pas, donc essayez de sortir du préjugé là-dessus. Un court texte, donc voilà, un texte qui interroge. Je vous montrerai des exemples juste après.
évidemment des poèmes, des fables, etc., des contes ou des histoires. Donc, vous voyez, là, j'ai élargi la taille texte, de la citation au court texte, au poème, au conte ou l'histoire. Parfois, on peut même créer des questionnaires amusants pour justement les faire sortir des préjugés. Et ça peut être aussi un livre. Alors, on va voir dans quel contexte on peut utiliser ces différents supports-là. Après, en philosophie, très, très facilement, on aura envie de dire, on peut commencer par une question. Voilà. Donc là, c'est très amusant parce que dans le livre, c'était agréable de travailler avec des collègues parce que Yann a des types d'ateliers très séduisants comme y a-t-il une recette pour devenir un héros ou héros ou mytho, peut-on se raconter sans se la raconter? Et donc, vous verrez qu'on a essayé de trouver des supports, justement, des intitulés aussi, qui sont des questions qui ont elles-mêmes peut-être donnent envie de réfléchir et de se lancer dans l'atelier. Alors après, quand je dis on peut partir de situations problèmes aussi, parfois ça peut être par rapport à une situation de classe où on se dit, bah tiens, comment on pourrait poser les choses et faire que ça devienne une question philosophique. Ça peut être à partir d'articles, on se dit tiens, il s'est passé telle chose, comment on peut philosophiquement partir de là. La philosophie aime beaucoup aussi les dilemmes. C'est intéressant en disant voilà, vous êtes dans telle ou telle situation, qu'est-ce que vous choisissez comme choix? Et là, ça permet aussi de montrer que la philosophie, c'est pas se poser des questions pour le plaisir de se poser des questions, c'est qu'en fait, la vie est compliquée et donc la philosophie, elle essaye, elle a l'air compliquée parfois, mais c'est juste qu'elle s'adapte à la complexité de la vie et qu'elle essaye de faire le tri, nous aider à décider de façon plus éclairée. Tout ce qui est visuel, effectivement aussi, c'est très riche. Donc, on peut partir juste d'une image, d'un tableau, d'une photo, d'un montage aussi, parfois, sur la question de qu'est-ce que la beauté. Les enfants vont peut-être penser à certaines idées. Puis finalement, si vous proposez plein d'images avec des types de beauté différents, ça va leur donner plein d'idées aussi. Donc, ça va enrichir la conversation. De magazines et tout ce qui est bien sûr animé, donc le dessin animé, la vidéo, le film, la chanson, le sketch. Et je pense que selon les classes que vous avez, c'est vrai que très facilement en 6e, on s'amusera beaucoup avec les contes et puis comme ça, c'est en lien avec le programme, donc c'est pratique. Mais si jamais vous avez des plus grands, je vois avec des adolescents de 3e, si je fais un atelier sur avons-nous le pouvoir d'être heureux, si je m'amuse à partir de la chanson de Christophe Maé, il est où le bonheur, il est où, en fait, ils participeront beaucoup plus parce qu'au lieu de dire qu'est-ce que tu penses toi, et parfois c'est un âge où ils n'osent pas justement dire ce qu'ils pensent, si on lui dit tiens, qu'est-ce qu'il a dit le chanteur, et vous en pensez quoi de ce qu'a dit le chanteur là à tel moment, à tel extrait. Donc ça peut être un médiateur qui permet de délier la parole à des âges où les élèves sont moins à l'aise. Et bon, après ça c'est des classes que vous connaissez, donc c'est plus facile aussi de les faire parler de chansons et même de sketchs comiques, parce qu'en fait c'est rigolo aussi de déconstruire un peu les préjugés que peuvent donner des sketchs, ou au contraire comment des humoristes essayent eux aussi à leur manière de peut-être dépasser des préjugés. Et on peut aussi partir d'objets. Jean-Paul a un moment donné l'exemple de 2 feuilles et puis réfléchir sur l'identité. Est-ce que ces 2 feuilles sont identiques ou les mêmes ou autres? C'est très rigolo. Montrer une fourchette et un tableau, bah tiens, quel rapport au monde ça te dit? Un atelier sur le sens de l'utilité, la gratuité, etc. On peut aussi partir d'objets. Et donc tous ces inducteurs et ces supports, c'est pour montrer la richesse aussi qu'on peut aborder. La philosophie, elle se nourrit de plein de choses et ça va donner aussi du dynamisme à l'atelier. Donc je propose dans le slide suivant. En fait, c'est intéressant de se dire, tiens, tous ces supports-là, finalement, on a envie de se dire, on y pense en disant, bah tiens, c'est pour introduire l'atelier, je pars d'un de ces supports-là. Et en fait, c'est très riche de penser à l'utiliser à plein de moments différents. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, je veux que les élèves aient réfléchi un peu en amont et je vais leur donner à lire tel livre. Et donc, voilà, on a tous travaillé avec les petits Platons, donc évidemment, on peut lire un petit Platon et voir toutes les questions que ça pourrait soulever. Mais on peut aussi leur faire lire des choses différentes pour se dire, tiens, après, la conversation sera riche parce qu'ayant lu des choses différentes, peut-être ça va orienter un peu leur pensée. C'est très amusant dans les contes philosophiques parce que le conte philosophique, il implique une morale. Et puis, si vous prenez des contes qui se contredisent un peu, après, les enfants, ça va lancer le débat. Donc, avant l'atelier, c'est pour voilà, un peu leur donner le goût du sujet qui va être abordé ou pour ceux qui sont plus timides ou voilà, d'avoir des éléments déjà de réflexion. En début d'atelier, c'est intéressant aussi, c'est un peu pour lancer quand on se dit tiens, le sujet ne les intéresse pas directement, on trouve une petite astuce. Par exemple, moi, je sais que l'atelier sur que dit-on quand on dit je t'aime, j'aime beaucoup commencer par le petit texte qu'on attribue soit à Jacques Prévert, soit à Jean Cocteau. Tu dis que tu aimes les fleurs, mais tu les coupes. Hein. Tu dis que tu aimes les poissons, mais tu les manges. Tu dis que tu aimes les oiseaux, mais tu les mets en cage. Tu les mets en cage. Alors, quand tu me dis je t'aime, j'ai peur. Et vous voyez en fait comment ça peut, de façon très amusante, lancer un atelier. Mais vous voyez aussi peut-être le défaut que ça peut avoir d'utiliser des inducteurs, c'est que ça va aussi orienter l'atelier. Donc c'est pour ça qu'en début, on sait que quand on utilise un inducteur, ça peut aller dans un sens ou dans un autre et éventuellement l'orienter.
mais ça peut permettre effectivement de donner déjà des idées, d'avoir une prise pour commencer à nourrir la réflexion. En cours d'atelier, ça peut avoir plusieurs utilités et donc c'est pour ça qu'on peut oser utiliser des petits contes, des petites citations, des petites phrases en cours d'atelier. Ça peut être soit par exemple parce que on a dit quelque chose, on est au bout d'un chemin et on se dit bah tiens, on peut faire une petite synthèse là-dessus et donc on s'amuse à soit raconter une histoire qui va un peu résumer finalement tout le mouvement du chemin qui a été abordé. Et donc ça sert de synthèse ou une citation ou autre, ou ça peut être aussi une façon de relancer. Ça veut dire que tout d'un coup, on a l'impression que le chemin est épuisé et qu'effectivement, il y aurait d'autres pistes à explorer. Et par une petite histoire, voilà, vous faites un atelier sur la colère, bah, vous avez un autre texte sur la colère qui permet peut-être d'orienter l'atelier vers une autre direction. Ça peut relancer la conversation aussi. Voilà, donc par exemple, une petite citation, vous dites une phrase de Sacha Guitry qui dit « Je t'aime, moi aussi je m'aime ». Là, vous avez, voilà, ça peut relancer la conversation autrement que par une question de relance. Et enfin, en fin d'atelier, c'est très intéressant aussi pour faire comme une petite récompense aussi. On a dit tout ça, bah tiens, la petite histoire qui va peut-être permettre de mémoriser, retenir de façon amusante des idées qui ont été abordées. Et en prolongation de l'atelier, c'est parfois on a le plaisir aussi de se dire bah tiens, c'était une belle heure. Mais effectivement, la réflexion philosophique, ça se passe aussi dans le temps et dans le temps de l'intériorité, le temps de la réflexion personnelle. Et donc, se dire qu'on peut, à la fin, quand ils sont plus grands, justement, le plaisir d'abord de la 6e à la 3e, c'est de pouvoir donner des vrais textes de philosophes, donner des extraits d'Épictète, Épicure qui peuvent se lire dans ces classes-là. Et donc, dire, voilà, vous avez réfléchi tous ensemble et n'hésitez pas à lire ces textes pour approfondir votre réflexion seule aussi. J'ai été bavarde. Je conclus sur... Mais non, pas du tout, c'était parfait. On tient tout à fait le sommaire. Merci beaucoup, Patricia, c'est très précis et très riche. On va pouvoir passer aux questions. On a eu plusieurs questions dans les commentaires. Merci beaucoup à tous les participants. On a notamment une question sur à la fois la durée de la séance et le lien entre séance et séquence. C'est-à-dire qu'une personne qui pose la question de combien de temps durerait une séance, parce que celle que vous détaillez, Yann, semblait pouvoir se déployer sur plusieurs séances, en fait. Je réponds. Ouais. Ça me semble toujours plus facile d'accorder une séance pour une question. Effectivement, ce que vous proposez, c'est une réflexion que j'ai eue avec cette séance de la boîte, c'est-à-dire que définir l'amitié, déjà, ça prenait du temps. Et après, parfois, j'avais moins le temps de traiter ce qui était le mensonge, qui est une question philosophique aussi assez chouette. Et donc, ça m'est arrivé comme ça de couper cette séance en plusieurs temps. Et je voyais que j'avais du mal à relancer l'intérêt sur cette boîte-là. Alors, ça m'est arrivé, par contre, d'enlever complètement la boîte et de me dire, il y a 3 séances, en fait. Une séance sur qu'est-ce que le mensonge, une séance qu'est-ce que l'amitié et une séance sur qu'est-ce que la connaissance. Donc, je l'ai décomposé en 3 temps. Mais avec le même inducteur ou la même situation, je remarque que les élèves ont du mal à reprendre à partir de là où on s'était arrêté les fois précédentes. Après, une séance dure le temps de votre cours en fait au collège, le temps qu'on s'installe, qu'on fasse l'appel, qu'on a un peu l'attention de tout le monde. Et après, une fois qu'ils sont un peu épuisés par la conversation, comme dit Patricia, il y a plein de façons après de voir la synthèse avec eux, de relancer des choses. On va dire 40-45 minutes, c'est déjà vraiment pas mal. Ce qui est agréable, c'est pas se forcer à se donner un temps dès le départ. Ça veut dire que quand vous débutez les ateliers de philosophie, ils peuvent très bien durer qu'une demi-heure. Et puis après, je pense que les élèves aient l'habitude de plus justifier, plus argumenter ou parce qu'ils sont plus âgés, et ben ça va durer 45 minutes. Puis vous verrez peut-être des classes en 3e qui diront bah tiens, on aimerait bien, là on a 2 heures de cours suite, on voudrait bien faire un peu plus d'une heure, etc. Donc vraiment aussi être à l'écoute de la capacité d'attention et d'abstraction des élèves. Bien sûr. Merci beaucoup. En autre question, nous avons une question sur notamment les questions d'ateliers philo, une enseignante qui posait en fait la question des niveaux des ateliers philo. C'est-à-dire que nous, l'ouvrage a été présenté comme un ouvrage destiné aux enseignants de collège. Est-ce que les questions peuvent s'utiliser pour des élèves c'était mentionné CM2 dans la question.
Si je commence toujours, je suis autoritaire. Ouais, vraiment, toutes les séances, en tout cas tous les ateliers que j'ai pu faire pour Cogito, ce sont des ateliers que j'ai fait dans le cadre de l'expérimentation à partir de la grande section. Et des choses que je reproduis aussi dans les conversations adultes. Donc l'âge, peu importe. C'est très assez universel pour que justement ça puisse s'appliquer à tout âge, avec des degrés d'apprentissage plus ou moins grands. Mais c'est intéressant parce que même comme il y a les supports de textes philosophiques après, ça pourrait même convenir à des adultes. Et donc vraiment savoir que tous ces ateliers-là, et nous on les a testés dans des classes et des âges de 5 ans jusqu'à 99 ans en fait. Tout à fait. J'aurais j'ai encore de nouvelles questions, merci beaucoup. J'aurais peut-être, j'aimerais vous demander si on est, ça peut-être une question pour Jean-Paul, est-ce que vous auriez en deux, trois informations à nous transmettre sur les éléments, les points de vigilance, enfin les éléments à ne pas à garder pour continuer un atelier philo en tant qu'enseignant? Alors, oui, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de façons de faire des très bons ateliers philo. Il y a aussi beaucoup de façons de rater son atelier philo. Non, en fait, ça se passe toujours bien. Parfois, c'est vraiment génial et parfois, c'est juste bien. Mais effectivement, il y a un certain nombre de réflexes à avoir. Je pense que Patricia a pas mal signalé de choses qui étaient un petit peu des limites. C'est-à-dire que quand on commence à parler tout seul et à ne plus parler avec les élèves, c'est qu'effectivement, on est passé à autre chose qu'un atelier philo. Quand il y a un élève qui tout seul entretient la conversation, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui est problématique de la dynamique de groupe. Selon la taille du groupe, il peut être intéressant de solliciter, de prendre garde à solliciter des élèves qui ne vont pas se signaler spontanément pour parler, qui ont quelque chose à dire, possible de les débloquer. Alors évidemment, c'est peut-être quand on a demi-classe en groupe, quand on est devant un gymnase avec 600 élèves, c'est une autre modalité d'échange. Et puis, enfin, je pense que et surtout, peut-être le plus difficile au début, alors moi j'ai brièvement enseigné, mais en tout cas, c'est le mouvement de posture. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans une posture où on va poser aux élèves des questions pour vérifier qu'ils ont bien appris les réponses et nous, on les sait, les réponses. Mais en fait, on va se mettre en position avec eux de se laisser surprendre par une réponse et qui est potentiellement des trucs auxquels on n'avait pas pensé, même sur des philosophes qu'on pensait connaître très bien. Enfin, j'ai plein d'anecdotes à ce sujet-là qui vont amener à considérer différemment une problématique philosophique parce qu'un élève avait posé une question, etc. Et donc, en même temps, il faut accepter ça, donc sortir de la posture magistérielle traditionnelle. Et en même temps, il ne s'agit pas d'apporter zéro de contenu et de répondre à toute question qui nous déstabilise. Bah, et toi, t'en penses quoi? Parce que sinon, effectivement, on ne permet pas de progresser. Et donc, c'est là véritablement que je pense qu'il y a à la fois une technique dans l'élaboration des définitions, dans la reformulation qu'on va faire pour permettre à l'élève de préciser sa pensée, et puis qu'il y a une position à trouver par rapport au groupe pour pouvoir s'appuyer sur les participants qui permettront de faire avancer. Donc, je ne sais pas si j'ai eu un truc à compléter pour le long. C'est vraiment une petite astuce pour sortir du monologue ou du risque de dialogue justement avec l'élève qui est très rapide. Moi, j'aime beaucoup demander au moment où on se pose une question toute la classe ensemble, je vois qu'il y a une nouvelle question qui se pose, de dire aux élèves, tiens, essayez de réfléchir tous à la question et quand vous avez trouvé une réponse, mettez vos deux mains l'une dans l'autre. Comme ça, je sais que vous avez commencé à trouver comme ça. En fait, au lieu d'être dans une réponse en forme de ping-pong, on a vraiment ces temps de silence aussi où chacun a le temps de réfléchir et où finalement, certains élèves, ils avaient pensé à une réponse et puis en réfléchissant plus longtemps, ils vont penser à une autre réponse aussi. Et donc, réussir à faire même dans la dynamique de l'atelier des temps un peu de silence où on a le temps aussi de réfléchir et de se dire la philosophie, c'est pas simplement ce jeu de ping-pong comme je disais, c'est ce temps-là aussi. Donc, soit la technique de je vous donne le temps de réfléchir, j'attends pas simplement que les premiers répondent, sinon c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, mais je veux un signe qui montre que vous avez trouvé la réponse. Soit aussi, ça peut être, quand ils sont bureaux, écrire juste un mot et avoir une phrase écrite qui font qu'ils sont obligés de poser leur idée.
Et c'est très intéressant quand on laisse une petite trace écrite comme ça au début d'une réponse qu'on donnerait spontanément à une question, c'est de comparer un peu à ce qu'on se dit après avoir discuté 1 heure ensemble et de voir aussi la différence qui s'est faite. Mais en tout cas, voilà, trouver des solutions pour que tous les élèves aient le temps de réfléchir à leur rythme et de s'approprier vraiment les questions. Super, merci beaucoup. Bon, notre heure de conversation arrive à son terme. Il y a beaucoup d'autres questions auxquelles on a déjà répondu en fait dans la présentation. Donc, vous pourrez retrouver, vous recevrez le lien pour le replay de cette vidéoconférence et la présentation sera disponible en téléchargement sur la page où vous avez pu vous inscrire sur lia.fr. Vous pourrez aussi vous y rendre pour gagner 3 exemplaires de l'ouvrage Cogito. Je vous invite le tirage au sort sera fait dans les prochains jours. Mais voilà, c'est une participation où on vous demande de renseigner votre citation à caractère philosophique préférée pour pouvoir remporter un exemplaire de cet ouvrage. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette heure de conversation. Et Paul, vous désirez poser la question, qu'est-ce qu'une citation philosophique? J'ai mis à visée philosophique. Effectivement, vous pourrez débattre dans les commentaires si vous voulez. Merci beaucoup en tout cas à tous les participants. Merci beaucoup à tous 3 et à très bientôt pour la poursuite des aventures philosophiques. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.